Chapitre 9, boucle dans un champ magnétique, plus exemple 9.8, peut-être. Si tu trouves que le chapitre 9 est difficile jusqu'à date, attache ta tuque avec la broche d'étudiant parce que celle-là est solide. Dans cette sous-section-là, on parle d'une boucle. On dit une boucle, mais honnêtement, ça peut être un cadre. Et pour garder les choses simples, j'ai dessiné une boucle rectangulaire avec un côté de longueur A, un côté de longueur B. Ça aurait pu être un cercle aussi, ça aurait pu être une patate, ça aurait pu être n'importe quoi qui est en 2 dimensions et qui est immergé dans un champ magnétique B. La première chose qu'on remarque, c'est que le plan de notre boucle ou de notre cadre n'est pas exactement perpendiculaire avec le champ magnétique B. En fait, le plan du cadre ou de la boucle fait un angle avec le champ magnétique. Cet angle-là est quelconque et on le nomme avec la variable phi. L'angle phi, c'est pas l'angle entre le cadre et le champ magnétique, mais c'est l'angle entre la normale au plan du cadre et le champ magnétique. Cette notion-là est bien importante et je l'ai redessinée sur le 2e dessin, qui est la même chose que le premier dessin, mais vu comme si l'observateur était au-dessus du cadre et regardait vers le bas. Ce qu'on voit à ce moment-là, c'est le même objet, mais vu du haut vers le bas, et l'axe de rotation autour duquel le cadre est libre de pivoter se trouverait là comme ça ici, vers le haut, qui viendrait vers nous, qui descendrait vers le bas, perpendiculaire à ma feuille. Bon, voyons ce qu'on a. La boucle ou le cadre, là, c'est en fait du fil électrique dans lequel on force un courant I à circuler. Ne me demandez pas d'où vient le courant I. Il faudrait avoir une source, là, ou injecter ce courant-là dans un supraconducteur. On fait semblant que le courant I est là, et vous gardez en tête que je dessine un seul tour de fil fermé, mais qu'il pourrait en fait y avoir N majuscules tours de fil. On les appelle des spires pour les boucles circulaires, et on utilise la variable N majuscule. Il y a 4 côtés à mon cadre. Le côté 1 qui est en haut, on le retrouve ici lorsqu'on regarde du haut vers le bas. C'est celui qu'on voit avec sa longueur B minuscule. Il y a le côté numéro 2 qui se retrouve en bas à droite sur mon dessin vu en plongée. C'est le côté qui transporte un courant qui va vers le bas, donc qui s'éloigne de l'observateur, et j'ai placé un X sur mon côté 2 pour montrer que le courant entre vers le bas, s'éloigne de l'œil qui observe. De l'autre côté, c'est le côté numéro 4, longueur A minuscule, avec un courant qui vient vers l'observateur. Le côté numéro 3, lui, est caché en dessous, et je ne l'ai pas numéroté sur le dessin de droite parce qu'on ne le voit pas. Il transporterait un courant de sens opposé au courant du côté 1. On le voit bien ici en bas. Et comme on ne le voit pas, on n'en parlera pas tout de suite. Le plan de match pour analyser le comportement de la boucle immergée dans un champ magnétique B uniforme, c'est d'utiliser l'équation, je vais l'écrire ici, F est égal à I, L, produit vectoriel B, sur chacun des côtés. Donc, on va aller l'utiliser sur le côté 1, sur le côté 2, sur le côté 3 qu'on voit pas, et sur le côté 4. Et on va appliquer l'équation pour trouver F1, F2, F3 et F4, chacune des 4 forces appliquées respectivement au côté numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Commençons tout de suite par le côté numéro 1. Le côté numéro 1 transporte un courant électrique I qui est représenté par la direction de la flèche bleue diagonale sur le dessin de droite. On met nos 4 doigts dans la direction du vecteur L, aligné avec le courant I. On replie vers le vecteur B, dessiné en rouge, et on obtient une force que je vais appeler F1 qui sortirait comme mon pouce, qui sortirait de la page et qui tirerait vers le haut parallèlement à l'axe de rotation. Sur le dessin en perspective, ça donne une force F1 qui vient vers l'observateur, on la voit bien ici, et qui tire vers le haut. Cette force-là va exercer aucun torque, aucun moment de force sur la boucle. Elle va simplement essayer de déformer le cadre en tirant vers le haut. Ici, le cadre est solide, ça ne fonctionnera pas.
Ça exerce aucun torque parce que le seul axe de rotation possible, c'est celui que j'ai dessiné en pointillé. C'est un axe qui viendrait vers nous, qui serait parallèle au plan de la feuille sur le dessin de droite. Et on n'a pas la liberté là, de tourner autour d'un autre axe que ça. Et comme la force est parallèle à l'axe, on n'a aucun moment de force, aucune tentation pour l'objet de se mettre en rotation. Ça va être le même principe pour le côté numéro 3. La force F3, si on la dessine, va aller vers le bas, parallèle à l'axe aussi. On pourrait la voir en faisant la règle à main droite avec un courant I qui va à contresens de celui que j'avais dans le côté 1. On place les 4 doigts dans la direction du courant dans le côté 3 et on essaie de replier nos 4 doigts vers le champ B et notre pouce entre dans la feuille, s'éloigne de l'observateur qui est ici. Donc F3, on pourrait la dessiner, tiens, de ce côté-là. Ça entrerait vers l'intérieur. Pour les mêmes raisons que F1, aucun torque associé à F3, ça va pas essayer de faire tourner l'objet parce que F3 est parallèle à l'axe de rotation. Les deux côtés intéressants, vous vous en doutez, c'est le côté numéro 2 et le côté numéro 4. Voyons ce que ça donne lorsqu'on applique l'équation pour la force sur un fil dans un champ magnétique au côté numéro 2. On place les 4 doigts dans la direction du courant qui entre, on replie vers le champ B et on va avoir une force F2 sur le côté 2 qui va vers le bas. Sur le dessin en perspective, c'est difficile à dessiner. Je vais même pas me risquer à essayer de dessiner F2 pour pas tout bousiller mon schéma. Je vais dessiner F2 vers le bas proprement sur le dessin de droite. Pour F4, même principe, mais on va vers le haut et on essaie de replier vers B. Vous allez avoir une force F4 qui va tirer comme ça vers le haut. F2 et F4 possèdent des torques, des moments de force qui sont associés à chacune de ces deux forces-là. Et notre job, c'est d'aller calculer la grandeur de taux 2 et taux 4, qui sont les moments de force, les torques associés à F2 et F4. Pour faire ça, on utilise du cours de mécanique. L'équation qui donne la définition du moment de force, c'est la force multipliée par le bras de levier. Maintenant, le bras de levier, c'est bien beau, mais il faut aller le calculer. Pour faire ça, on prolonge la ligne d'action de la force qui nous intéresse. Commençons par F2. On trace un segment de droite qui vient relier le pivot, l'axe de rotation, avec la ligne d'action de F2 à 90 degrés par rapport à la ligne d'action. On appelle la longueur de ce segment-là R indice perpendiculaire, le bras de levier. Pour trouver géométriquement ce que ça vaut, regardez bien comment on fait. Il faut reporter l'angle phi qui est donné entre la normale au plan de la boucle et le champ magnétique sur le côté qui est en bas ici, là, qui est la ligne d'action de ma force et le plan de ma boucle. À ce moment-là, on va être capable d'utiliser sinus puisqu'on est intéressé par le côté qui est opposé à l'angle phi et on a besoin aussi de la longueur de l'hypoténuse. La longueur de l'hypoténuse, là, c'est la longueur qui est ici. C'est en fait la longueur du côté 1, B, divisé par 2. Comme ça. Et on va avoir la même longueur, B divisé par 2, de l'autre côté pour tout à l'heure. Donc, le bras de levier, R perpendiculaire, est égal à B sur 2 multiplié par sinus de l'angle phi. Merveilleux. Pour obtenir le torque, on prend la force F2 multiplié par son bras de levier. Pour obtenir F2, on prend le courant I qui circule dans le côté 2. La longueur du côté numéro 2, c'est A. Donc, je remplace L par A. B, le champ magnétique dans lequel on baigne, il y en a un seul. Et sin θ, où θ représente, attention, l'angle entre B et le courant I. Allons voir ce que c'est. Le courant I dans le côté 2 est comme ça, et l'angle entre B et le courant I, c'est 90 degrés. Donc, θ vaut 90 degrés, donc sin vaut 1, et on se ramasse avec F2, le module de la force numéro 2, qui est égal à I fois A fois B
fois sin de 90, donc 1. Maintenant qu'on connaît F2, maintenant qu'on connaît R perpendiculaire, on peut multiplier ces deux trucs-là pour obtenir le moment de force. Je suis obligé de continuer sur une autre feuille. J'avais pas prévu ça, mais je me laisse pas décourager. Donc, on va voir moment de force de la force 2 est égal à F2 fois son bras de levier. Ça nous donne F2 qui est égal à IA fois le champ magnétique. Le bras de levier, on avait dit B minuscule divisé par 2, sin phi. Et on se rend compte qu'on a A minuscule et B minuscule multiplié. A fois B, ça donne en fait A majuscule, la surface de notre rectangle. Base fois hauteur, ça nous donne de la surface en mètres carrés. Donc, on va pouvoir remplacer A minuscule, B minuscule par A majuscule, comme ça, sin phi. Et on n'oublie pas le diviser par 2. Mais c'est pas tout. Souvenez-vous, on a le côté 2, mais on a aussi le côté 4 qui fait un torque. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est symétrique. OK? Et le bras de levier R perpendiculaire du côté 4, c'est exactement le même bras de levier que R perpendiculaire, le bras de levier pour le côté numéro 2. Et le torque du côté 4 va être exactement égal au torque du côté 2. Donc, ça revient à faire une multiplication par 2. Taux total va être égal à taux 2 plus taux 4, qui est en fait 2 fois taux 2. Et pas besoin d'être Einstein pour ça. Là. Regardez, si on multiplie par 2, on enlève simplement la division par 2 et ça nous donne I, A, B, sin phi. Mais attention, on a N tours de fil. Souvenez-vous, on a travaillé avec un seul tour là, pour garder les choses simples. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a peut-être pas juste un tour. Là. Il y en a peut-être 5, il y en a peut-être 10, il y en a peut-être 15, il y en a peut-être 1000. Et le N est pas juste important, mais très important. Donc, on va rajouter le N pour multiplier ce qu'on avait par le nombre de tours, parce que sur chaque fil, il s'applique ce torque-là. Maintenant, les étudiants aiment bien là, quand on réarrange les lettres pour rire et on écrit B-A-I-N à la place de niable. Ça donne bain et ça fait rire les gens. Donc, vous avez cette équation-là qui est importante et qui vous permet de trouver le torque total sur une boucle de courant. L'angle phi va changer. Le torque va exercer une espèce de rotation. Là, va avoir le goût de faire tourner votre objet dans le sens des grosses flèches roses. Et au fur et à mesure que votre objet va tourner, l'angle phi qui est ici va diminuer. Donc, phi va devenir une fonction du temps et les choses vont se compliquer si on observe ce mouvement-là évoluer dans le temps. On garde les choses simples pour l'instant et on fixe le temps à un moment en particulier. Maintenant, laissez-moi vous parler du moment magnétique. Le moment magnétique, c'est un vecteur qu'on appelle mu, la lettre grecque, vectorielle, et le moment magnétique est drôlement pratique et sert de raccourci pour aller trouver le torque sur une boucle de courant ou un cadre sans se casser le basic avec les bras de levier, la géométrie et le patati et le patata qu'on vient de faire. Le patati et le patata qu'on vient de faire sur les dernières feuilles est important pour comprendre comment ça fonctionne. Dans les exercices, vous avez à le faire plusieurs fois. À l'examen, c'est possible qu'on vous le demande aussi. Mais il existe un moment, une méthode plus efficace, le moment magnétique. Et regardez bien comment ça marche. Si vous avez une boucle de courant, que ce soit un rectangle, un ovale, un cercle, j'ai choisi un cercle, vous pouvez toujours obtenir le moment magnétique qui va vous servir à trouver le torque total plus rapidement et plus visuellement qu'avec la méthode géométrique. Le moment magnétique, c'est un vecteur perpendiculaire à la surface de votre boucle. Donc, on a 90 degrés tout le temps entre la direction du moment magnétique et votre surface. Maintenant, on a deux options. Il pourrait être en dessous ici, là, le moment magnétique, puis il serait perpendiculaire. Comment on fait pour savoir qu'il est par en haut puis pas par en bas? Écoute bien, tu fais la règle de la main droite. Tu mets tes 4 doigts dans la direction du courant I qui engendre le moment magnétique. Et tu t'en
t'enroules avec tes 4 doigts dans la même direction que le courant I s'enroule. Ton pouce va pointer soit par en haut, soit par en bas, dépendamment du sens d'enroulement. Ben écoute, ton pouce, c'est le sens correct du moment magnétique mu. Aussi simple que ça. Tes 4 doigts s'enroulent dans le sens de I, ton pouce pointe le sens correct du moment magnétique. On définit le moment magnétique comme N, le nombre de spires de votre boucle ou de votre cadre, multiplié par I, un scalaire qui représente le courant électrique en ampères, et multiplié par un vecteur A, la surface. Mais le vecteur A, c'est un vecteur qui a comme module, je l'ai écrit ici, en mètres carrés, la surface de ta boucle, ton cadre. Ça, c'est cool. Et l'orientation, c'est toujours la même orientation que le vecteur mu. Il faut être perpendiculaire au plan de la boucle. Et on a une multiplication d'un scalaire, n fois i, par le vecteur, et l'orientation de mu est la même orientation que A. Maintenant, à quoi ça sert, le moment magnétique? Ça se calcule facilement. Le moment magnétique, là, il veut une chose dans sa vie. Mu veut s'aligner avec le champ magnétique B. C'est son seul rêve, son but dans sa vie de moment magnétique, c'est de pivoter en entraînant avec lui l'objet auquel il est attaché, jusqu'à temps qu'il soit rendu aligné avec le champ magnétique. Regarde bien, j'ai redessiné une boucle avec un courant I qui tourne dans le sens comme ça, un moment magnétique ici qui est toujours perpendiculaire au plan de l'objet auquel il est attaché, et regarde bien agir le moment magnétique. Est-ce qu'il est aligné avec le champ? Non. Est-ce qu'il veut s'aligner avec le champ? Oh oui! Et il va avoir le goût de tourner comme ça en entraînant avec lui l'objet auquel il est attaché jusqu'à temps qu'il soit aligné avec le champ B. Et un objet qui a le goût de tourner, c'est un objet qui possède un moment de force tau. Et pour calculer ce moment de force tau-là, qui a le goût de faire tourner l'objet en sens horaire sur mon dessin, on fait bêtement la multiplication vectorielle de mu, le moment de force. Tu mets tes 4 doigts dans la direction, tu replies vers le champ B et ton pouce pointe la direction correcte du moment de force. Si tu n'as jamais vu un moment de force vectoriel, ça se peut, c'est normal. Regarde bien. Ça ressemble à ça ici. Ça entre dans la page vers le bas. Qu'est-ce que ça te donne comme info? Mets ton pouce dans la direction du moment de force et tes 4 doigts tournent dans la direction que le moment de force essaie d'imprégner. Ah oui, j'ai trouvé le bon mot. D'imprégner à l'objet. Et ça fonctionne. Là, tu le vois, là, il essaie de tourner en sens horaire et il va entraîner avec lui l'objet. Bien plus facile que la méthode avec la géométrie. Pourtant, ça donne la même réponse. Regarde, mu, c'est égal à n i fois a et b, c'est b. B-A-I-N, la même chose. Là, tu dis, ah ouais, est-ce qu'il est passé le sin phi qu'on avait? Ben, écoute bien, le module d'un produit vectoriel, c'est le module du premier vecteur, le module du deuxième, sinus de l'angle entre B et le premier vecteur. Et ça donne que l'angle entre B et le premier vecteur mu, c'est le bon vieux phi qu'on avait entre le vecteur perpendiculaire à A et B. Donc, tout est cohérent, tout fonctionne et ça redonne au bout de la ligne exactement la même chose, mais plus facile à voir parce qu'on garde en tête qu'on veut s'aligner si on met le vecteur moment de force avec le champ magnétique. Exemple 9.8, page 317. Hey, fais-le toi-même. OK, regarde ça et assure-toi que c'est pas compliqué. Sinon, ben, la solution est là. J'avais prévu le faire avec vous, mais c'est trop simple. Donc, regardez-le. Si vous avez des questions, comme d'habitude, par Mio ou sur le forum, je pourrais vous donner un coup de main avec ça. Parlant de prendre le temps de le faire, là, il faut apprendre la discipline. Là. Je suis en train de corriger les examens. Là, ça va pas bien. Là. C'était les examens à livre ouvert. La question n'était pas si dure que ça. J'ai plein de monde qui se sont trompés là, puis qui ont oublié que l'énergie, c'était Q carré sur 2. En fait,
être n'importe quoi, là, mais que l'énergie U, c'était pas égal à la charge Q. Énergie égale pas charge. Là, on va pas chercher ça loin. Là, va falloir qu'il y ait des gens qui prennent l'étude au sérieux. Et je pense que le problème de la discipline, là, de prendre le temps de faire les exercices quand vous n'êtes pas assis dans la classe avec moi ou avec le prof, c'est quelque chose qui peut être difficile. Il va falloir, là, je sais que c'est dur, là, il va falloir, pour ceux que ça concerne, mettre la main à la pâte, s'asseoir dans un endroit tranquille et réussir là, à faire les exercices par vous-même. Communiquez avec moi si vous avez des problèmes. Et gardez en tête là, que vous avez une session à faire et, comme le disait un certain philosophe célèbre, le bonheur, c'est maintenant. Là. Vous êtes en train de faire quelque chose qui est difficile, mais essayez de trouver le bonheur et le plaisir dans vos devoirs, dans ce moment-là. Il y a du positif de caché quelque part et c'est un bon moment, justement, pour apprendre la discipline, pour apprendre à se gérer, se donner un horaire et s'occuper de soi-même sans les autres. Hey, bonne journée et à bientôt.